Bonjour à tous les bowlers, à tous les hoopers et bienvenue sur Flyweb Tropical, la télé et la radio qui prennent leur envol sur le web. Vous êtes dans Afro Buzzer Time, l'émission qui met en valeur le basketball africain en Afrique et ailleurs. Au sommaire donc de ce numéro, la Road to BAL Elite 16 a rendu son verdict et on connaît désormais les heureux élus qui vont participer à la saison 6 de la Basketball Africa League. Du côté féminin, la WBLA se prépare aussi activement et l'ASC Ville de Dakar a décidé de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Aujourd'hui même commence les éliminatoires de la Coupe du Monde de basket qui aura lieu en 2027 au Qatar. Nous vous expliquerons comment ça marche sur la Road to Doha. Que se passe-t-il aux Golden State Warriors? Après un début de saison prometteur, après quelques bons matchs, le natif de Goma, c'est-à-dire Kuminga, est de nouveau senti comme un bouc émissaire, comme quelqu'un que l'équipe n'aime pas beaucoup, et nous vous en parlerons dans notre séquence NBA. Voilà pour le sommaire. Afro Buzzer Time, numéro 145, c'est parti. Le Al-Ali Benghazi de Libye a remporté à Praia, au Cap-Vert, la division ouest de la Road to BAL, tandis que le Nairobi City Thunder a été couronné dans la division est. Dans cet élément, nous revenons sur tous les lauréats de la Road to BAL, eux qui ont gagné le droit de disputer la saison 6 de la Basketball Africa League. Les places disponibles pour la saison 6 de la Basketball Africa League ont trouvé preneur après cette passionnante phase de qualification. Les Libyens du Al-Ali Benghazi, favoris sur le papier de la Road to BAL Elite 16, division ouest, ont confirmé leur statut sur le parquet de la salle Vava Duarte de Praia, au Cap-Vert. L'ancien finaliste de la saison 4 a battu la Jeunesse Club d'Abidjan JCA 105-92 lors de la finale de la division ouest. C'était le 16 novembre dernier. Même si le champion du pays de la Djamaïria avait déjà composté l'un des tickets en jeu, Mohamed Sadi et ses coéquipiers voulaient mettre un point d'honneur à remporter la division, ce qui fut fait au cours d'un match où ils ont rapidement pris les commandes pour ne plus les lâcher jusqu'à la fin de la partie. Avec un quatuor saignant, composé de Sofiane Ahmad, 18.7 rebonds, Tomislav Zubic, 24 points, Marcos Knight, 21 points, avec un époustouflant 71% de réussite à 3 points, et Jonathan Jordan, 17.5 passes décisives, la marche était vraiment trop haute pour les Kings d'Abidjan. La meilleure équipe l'a donc emporté, terminant sa campagne invaincue avec 7 victoires en autant de matchs. Le Al-Ali Benghazi sera donc accompagné par la JCA, le club abidjanais dont l'entraîneur Stéphane Konaté va connaître une nouvelle participation à la BAL, cette fois-ci sur un banc de touche, après avoir disputé la compétition comme joueur sous les couleurs des ABC Fighters, ce qui reste une sacrée performance à la fois pour lui et pour ce jeune club ivoirien. On attendait beaucoup du Creole Star du Cap-Vert qui évoluait sur ces terres, mais les Cap-Verdiens ont tout simplement déçu. À l'est, ce fut un tremblement de terre. Le Dar City de Tanzanie, fort d'un recrutement XXL, ne verra la BAL 2026 qu'en passant par un petit trou de souris. La faute à un compte de Nati Simbanyoni dans les ultimes secondes de la demi-finale qui opposait le club de Dar es Salaam aux Johannesburg Giants. Un contre magistral synonyme d'élimination pour le club du joueur propriétaire Hachim Tabet, ancien premier tour de draft NBA. Raphaël Poutné, Solo Diabaté, Youssouf Andoy et Nisre Zouzoua, tous estampillés joueurs BAL, n'ont pu accéder à la finale. Cependant, le Dar City de Tanzanie pourrait se qualifier en tant que meilleur troisième des deux divisions au détriment du CRB Tombouctou qui compte une défaite de plus dans la division ouest. Même si le club sud-africain des Johannesburg Giants s'est incliné en finale 94-84 contre le Nairobi City Thunder, l'essentiel était ailleurs pour un club porté sur ses fonds baptismaux il y a seulement 7 mois. Les Giants disputeront la saison 6 de la BAL, preuve qu'un groupe soudé est toujours plus performant qu'une association de stars. La meilleure équipe de l'Est, c'est sans surprise le Nairobi City Thunder qui va disputer sa seconde BAL d'affilée. Le club a réussi à conserver ses joueurs de la saison dernière, à garder le même coaching staff dirigé par Bradley Hibbs et à trouver en James Ater-Majok le pivot qui pouvait sécuriser sa raquette au contre et au rebond.
Avec sa traction arrière, conduite par les jambes de feu de Eugene Adera et Albert Odero, la solidité du capitaine Tyler Ongwe, le NCT a régné sur la division Est avec une moyenne de 94,5 points par match. Al Ali Benghazi, JCA King, Nairobi City Thunder, les Johannesburg Giants et Dar City rejoignent donc la saison régulière de la Basketball Africa League 2026. Et, au vu des équipes déjà qualifiées d'office, la saison 6 s'annonce déjà comme un bon cran. À l'approche de la Women's Basketball League Africa, la WBLA 2025 qui aura lieu dans quelques semaines au Caire en Égypte, de nombreux grands clubs africains ont commencé à mettre à jour leurs effectifs en vue de ce tournoi qui est très attendu. Parmi eux figure l'ASC Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre, qui a récemment annoncé l'arrivée des arrières américaines Alia Mataourou et Amara Coleman. Allons à leur découverte. L'ASC Ville de Dakar a décidé de frapper fort sur le marché des transferts. Pour ce faire, le champion du Sénégal n'a pas lésiné sur les moyens pour enrôler Ali Matarou et Amara Coleman, deux joueuses américaines qui viennent d'enrichir leur effectif et rappeler les ambitions de ce club de décrocher le titre. Matarou est une meneuse dynamique des deux côtés du parquet, avec de belles productions déjà remarquées chez les Northern Kehu en Nouvelle-Zélande. Durant son passage là-bas, elle a tourné à 12 points, 3 rebonds, 1,2 passes décisives et 1,5 interceptions par match. La meneuse figurait également parmi les 10 meilleures joueuses défensives de la Ligue, tout en terminant 3e meilleure scoreuse de son équipe. Issue de Baylor University, elle entame sa 2e saison professionnelle avec derrière elle une solide expérience universitaire. Elle a d'ailleurs reçu une mention honorable All Big 12 en 2022, ce qui confirme aujourd'hui son statut de menace offensive accomplie. Amara Coleman, sélectionnée en 28e position par le Chicago Sky au 3e tour de la draft WNBA 2018, apporte une expérience de haut niveau ainsi que de longs passages dans certaines des ligues les plus compétitives au monde. Elle a enregistré 21,8 rebonds, 4,7 passes décisives lors d'un passage impressionnant en MBL de Mongolie. Au cours de sa campagne en TKBL turque, l'arrière polyvalente a affiché 21 points, 8 rebonds, 4 passes et 2 interceptions par match, démontrant une constance offensive et une fiabilité défensive remarquables. En Espagne, dans la LF Endesa, considérée comme l'une des 3 meilleures ligues féminines au monde, Coleman a tourné à 10 points, 3 rebonds et 2 passes décisives, tout en apportant une réelle présence défensive. Les instincts de marqueuse de Matarou compléteront le leadership expérimenté de Coleman, les deux arrières apportant une dose égale de créativité et de solidité défensive. La polyvalence de Coleman des deux côtés du terrain fait de l'ASVD l'un des clubs à surveiller lors de la prochaine WBLA. Les Sénégalaises espèrent que les deux joueuses élèveront le rythme, créeront des mismatchs et seront décisives tout au long de leur parcours dans le tournoi. L'ASVD, qui a récemment battu Criolla Star 68-42 et écrasé Fireball 124-31 lors de la campagne de qualification, vise clairement le titre en WBLA au mois de décembre. Cela fait suite à leur décevante campagne 2024 durant laquelle elles ont terminé 4e après une défaite serrée 65-64 en demi-finale face à Al Ali Sporting Club d'Égypte. C'est aujourd'hui que démarre en tout cas la Road to Doha. Après la Road to BAL pour les clubs africains, c'est la Road to Doha. En effet, c'est aujourd'hui que débute la longue route vers le Qatar à travers les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Première étape et donc première escale du premier tour, la Tunisie qui va abriter à partir d'aujourd'hui même, je vous le disais, les matchs des groupes A et groupe C. La Road to Doha, comment ça marche? Les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde de basket qui aura lieu en 2027 au Qatar commencent ce 27 novembre en Tunisie, notamment pour les groupes A et C. Dans le groupe A, basé à Rades et composé du Cameroun, le Cap-Vert, la Libye et le Soudan du Sud, les 4 sélections s'affronteront toutes et ce jusqu'au 30 novembre. Idem pour le groupe C qui sera basé, lui, à Tunis avec la Guinée, le Nigeria, le Rwanda et la Tunisie. Les sélections du groupe B, composées du Sénégal, la RDC,
Madagascar et la Côte d'Ivoire, et celles du groupe D, composé du Mali, l'Angola, l'Ouganda et l'Égypte, entreront en lice en février 2026 dans un lieu encore à déterminer par la FIBA. C'est un long processus qui est entamé par les 16 meilleures sélections d'Afrique sur la route de Doha. Au premier tour, il y aura donc 4 groupes de 4 équipes. Chaque nation affrontera les autres de son groupe 2 fois lors de 2 tournois pour un total de 6 matchs. Les 3 meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour le deuxième tour. Au deuxième tour, les équipes seront reparties dans 2 nouveaux groupes de 6 avec tous les résultats du premier tour qui seront conservés, ce qui signifie que chaque match comptera. Chaque nation disputera ensuite 6 matchs contre les équipes qu'elle n'a pas encore affrontées. Les 2 premières équipes de chaque groupe de 6, ainsi que le meilleur troisième des 4 groupes confondus, soit 5 sélections africaines, se qualifieront donc pour la Coupe du Monde FIBA qui aura lieu du 27 août au 12 septembre 2027 au Qatar. La Road to Doha est donc lancée. Va-t-on encore revivre le psychodrame Jonathan Kuminga au Golden State Warriors? Après un bon début de saison pour le Congolais, le natif de Goma, il a suffi d'une cuisante défaite à OKC pour qu'il se sente à nouveau comme un pestiféré, à nouveau comme un indésirable dans la franchise. Explication. Jonathan Kuminga est-il à nouveau frustré au Golden State Warriors? En tout cas, c'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Alors que la saison semblait bien partie, les difficultés des Golden State Warriors ont ravivé les tensions autour de Jonathan Kuminga. Kuminga sera notre 4e joueur assuré d'être titulaire cette saison, témoignait Steve Kerr à la suite d'une belle victoire des Warriors contre les Denver Nuggets. Une déclaration qui illustrait les bonnes performances du jeune homme, bien installé aux côtés de Stephen Curry, Draymond Green et Jimmy Butler lors des premières semaines de la saison. Mais le vent a vite tourné. Quelques matchs et une douleur au genou plus tard, voilà l'ailier de 23 ans à nouveau cantonné à un rôle et un temps de jeu fluctuant. Son coach préfère faire démarrer Moses Moody, Quinton Post ou même le rookie Will Richard dans le 5 majeur. Jonathan Kuminga se sent à nouveau comme le bouc émissaire, confiait récemment une source à ESPN. Ça se comprend, même si la position du staff se défend aussi. Le joueur a enchaîné quelques matchs sans, avec des ballons perdus trop facilement, une indolence notoire et des efforts inconstants. Mais tout revient à une question de fit. Kerr préfère mettre des shooters autour de Curry et Butler, d'où la présence de Post et ou de Moody. Les Warriors et Jonathan Kuminga se sont toisés tout l'été jusqu'à ce que l'ailier prolonge finalement pour 48,5 millions de dollars sur 2 ans avec une deuxième année en team auction, c'est-à-dire c'est le club qui décidera. Le training camp venait de commencer et cette solution confirme le dilemme que pose toujours le natif de Goma en RDC. Alors qu'il débute sa 5e saison dans la baie de San Francisco, Steve Kerr ne lui fait toujours pas confiance dans son système basé sur le mouvement et sur les lectures de jeu et trouve qu'il n'est pas complémentaire de Jimmy Butler et Draymond Green, 2 shooters qui sont irréguliers. Le problème, c'est aussi que les vieillissants Warriors ont besoin de jeunes joueurs capables d'apporter de l'impact physique et c'est Jonathan Kuminga qui a le plus d'armes pour y parvenir. Ce début de saison résume finalement assez bien le mariage tremblotant entre le joueur et sa franchise. De belles promesses lorsque le Congolais est agressif offensivement et actif défensivement, et pas mal de frustration lorsqu'il s'isole de ses coéquipiers et multiplie les pertes de balles ainsi que les oublis défensifs. Et Steve Kerr continue d'alterner entre la carotte et le bâton avec des compliments publics mais également des critiques plus privées ainsi qu'une rétrogradation sur le banc avant la blessure de Kuminga au genou. Nous devons mettre Steph, Jimmy et Draymond dans une position qui leur permette de réussir, justifie-t-il. Et c'est cela qui permet à cette ligue de gagner. Tout le monde construit autour de ses 2 ou 3 meilleurs joueurs, en se demandant comment nous pouvons les soutenir et les mettre en valeur. Oubliez donc le discours du 4e titulaire indiscutable. Et c'est bien la question pour Jonathan Kuminga dont Kerr n'arrive pas à trouver la bonne réponse. Devinez ce que nous pouvons faire quand il sort du banc, demande Draymond Green. Le mettre en avant, ce dont il a besoin. Mais cela prend du temps. Il n'y a pas eu d'entraînement, il a son problème de genou. Retrouvons la forme et nous y arriverons. La saison est longue, il va nous aider à gagner un paquet de matchs. Mais le même Draymond Green, au soir de la défaite contre OKC, ne visait-il pas Kuminga sans le nommer quand il parlait de joueurs avec des agendas personnels cachés?
Les points ne font pas tout. Pour Steve Kerr, il faut que Jonathan Kuminga attaque le cercle en évitant ses tirs à mi-distance à la fin de l'horloge qui sont peu efficaces et qu'il se place aussi au bon endroit en attaque. Mais pour Jimmy Butler, son coéquipier doit également comprendre que son rendement ne sera pas uniquement jugé par les points. Il doit vraiment comprendre que cela ne veut pas seulement dire qu'il doit marquer des points. Parce que, personnellement, cela ne me dérange pas de rester en retrait et de le laisser faire son truc. Je peux rester dans le dunker spot, faire des écrans, cela ne me dérange pas. Mais vous savez ce qu'on doit faire, demande-t-il. Gagner, c'est tout. Peu importe ce qu'on veut faire, ça me va. Mais ça a intérêt à nous mener à la victoire. Je me fous du reste. Et d'ailleurs, Butler et Buddy Hield sont les seuls vétérans à avoir publiquement défendu le Congolais. Pour gagner, les Warriors savent qu'ils ont besoin de l'impact de Jonathan Kuminga. Même si cela fait des années que le club cherche la meilleure façon de l'utiliser, au pire, il peut être échangé à partir du 15 janvier prochain. Mais ce serait un bel aveu d'échec et pas sûr que ça rende l'équipe plus compétitive à court terme. Allez, on termine avec quelques highlights de l'Ivoirienne Sarangbe Sanogo qui brille au Texas Tech Lady Riders aux États-Unis. Elle n'a pas pu défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire durant l'Afrobasket Dame. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. En attendant, je peux vous dire que l'avoir joué, c'est un vrai régal et ça vaut le détour. Maupin, we'll see how they operate offensively without Maupin. Well, looked like she took something off the face there momentarily out top. Possession ends on a positive note for his separation before the half. This is a one-point tight ball game, and both wheels of both teams we've been able to see, and another dime inside. Shavers is one of the places in her game. She's a well defended by Melima. Pivots, turns. Sanogo, the offensive rebound and the stick back. Well, the part about it is Maupin has drawn so much attention. Yeah, they've really controlled it and played their game, played very poised and together. And another pocket pass. They have been executing that as a game plan attack all night long. Her points from the free throw line. She found a different way. And there she tries to get another rebound, but a nice move by Sanogo to get the rebound and put back in traffic. Yeah, best basketball right now. Again, 6 to shoot. Beautiful pass. Really nice pass to set up Sanogo. Yeah, Blackhawk came in again. Fritz. And there, it looked like it had gotten away from Sanogo, but she stayed with it. And the numbers we were talking about earlier, they started off very cold, 1 of 11, but since then, 16 of 23, make that 17 of 24 with a beautiful pass from Maupin to set. And you see right now some intensity on her face. Maupin, a little wild with the shot, but Sanogo is there to clean it up. Yeah, you got to drop in from the weak side on a penetration. To the Bailey Maupin of last year. Has struggled at times shooting the basketball. Now downhill drive, beautiful dish, inside Sanogo layup. What a pass though from Maupin. Beautiful dish. Wildcats. Shot clock into single digits. Shavers trying to lose Williams. Tall order. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Afro Buzzer Time. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre cette émission, comme nous avons pris du plaisir à la préparer. Comme d'habitude, elle a été réalisée par le Master Mix, le génie vous voyez un peu le Master Mix Francis Pranzola. Il n'aime pas trop que je fasse son atalakou, mais c'est un génie. Likez cette émission, partagez-la, regardez-la, allez vous abonner à nos pages sur les réseaux sociaux, abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube. Je vais vous dire la vérité, les vues sont en baisse, on a besoin de vous pour les faire remonter, parce que nous, on se bat pour vous offrir du contenu sur le basket, des updates sur le basket africain. N'hésitez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Afro Buzzer Time. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye bye.